ce titre, donc, c'est un point important pour moi parce que nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire au Burkina pour produire l'électricité. Je suis de ceux qui pensent que chaque grande opportunité de la vie se présente autour d'une fenêtre bien précise. C'est un moment bien déterminé, un moment limité, où il vous faudra soit sauter sur l'opportunité ou à jamais la regretter. Je ne pense pas que les opportunités viennent, partent et reviennent. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes passent du temps, gaspillent leurs opportunités, gaspillent leurs possibilités, espérant que ça revienne. Il y a même des gens ici qui parlent de quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quelqu'un laisse, finalement on va te laisser, on va te prendre, on va te laisser, on va te prendre, Quand vous allez dans un supermarché et que vous trouvez des sandwichs, il y a des sandwichs là. Un monsieur là, Gilbert est venu à regarder, il a regardé le sandwich, il l'a déposé. Il aime pas. Un autre monsieur, Georges vient, l'histoire il dit non. Un autre monsieur, Aboubacar, prend ce sandwich, il dit non, je veux pas ça. Un autre monsieur, Lucas, prend le sandwich. Vous allez acheter le sandwich là. Non, vous allez acheter ce sandwich que Lucas a porté laissé, Patrick a porté laissé, Georges a porté laissé de ses mains nues. Tu prendras ces sandwichs pour manger. Tu ne le ferais pas, n'est-ce pas? Les opportunités viennent et partent pour toujours. Certaines opportunités peuvent revenir, mais ce n'est jamais de la même façon. Ça peut venir dans un emballage différent, mais ce n'est jamais de la même façon. Des fois, ça ne revient même pas. Les opportunités, c'est comme un militaire qui va en guerre. Quand tu vas en guerre, il n'y a pas d'assurance que tu rentreras. Ils partent à 1000, mais vous savez que beaucoup vont rester. Même si leurs parents ont dit leurs bien-aimés, ont dit au revoir avant de voyager. Ils savent pas s'ils reviendraient. Et il est certain que beaucoup ne reviendront pas. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, dans son leadership, vient de signer un contrat énorme avec la Russie. Un contrat qui poussera ce pays, des hommes intègres à un niveau où il n'a jamais été dans le passé. Nous avons un besoin crucial d'énergie. À ce titre, donc, c'est un point important pour moi parce que nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire au Burkina pour produire l'électricité. Notre position est assez stratégique parce que nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest et cette position fait que du fait du déficit d'énergie dans toute la sous-région, s'il y a un privé russe qui peut s'implanter au Burkina, il pourra vendre bien l'énergie donc à toute la sous-région. Et donc c'est un point très important pour nous et on souhaite que vous puissiez voir comment cela puisse se réaliser, en tout cas dans de brefs délais. Sur le volet donc de l'énergie, toujours, il y a eu des échanges dans le cadre donc des hydrocarbures et nous souhaitons en tout cas pouvoir réorienter la majorité de nos importations à la Russie ici. Et il y a des entreprises avec qui on a pris contact, d'autres aussi ont souhaité donc avoir l'appui, en tout cas votre appui, pour pouvoir mieux tisser les liens, c'est tout ce qui concerne les produits pétroliers. Et nous sommes allés jusqu'à ajouter le bitume parce que nous avons beaucoup d'infrastructures routières surtout à construire. Donc on souhaite que vous puissiez appuyer donc le producteur pour qu'il puisse nous appuyer dans ce sens-là. Yamakofi. Allez, clap your hands. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est important quand ça va pas d'en parler et quand ça va à merveille d'en parler aussi. Il faut pas seulement se focaliser sur une seule direction. Dans le bien. Quand il y a le mal, il faut aussi en parler. Il faut pas se focaliser dans le mal. C'est comme si vous avez des problèmes internes avec la personne. Alors, le Burkina Faso a officiellement signé le document administratif final d'un accord nucléaire intergouvernemental historique avec la Russie, franchissant une étape importante dans sa quête d'énergie nucléaire. Certainement, félicitations parce que l'opportunité est là, avec le leadership du Burkina Faso, pour accomplir ce dessein, comme je disais précédemment. Des fois, Dieu vous donne une opportunité. C'est la seule. Moi, j'ai beaucoup de regrets dans certaines histoires. Parce que vous pensez que ça revient toujours. Ça s'arrête. Quand vous pensiez pouvoir réparer plus tard, ou faire un peu plus, ça s'arrête. Je connais la maman de quelqu'un de très proche. Ses parents, en fait, étaient vieux. Et comme je les côtoyais souvent, je savais ils avaient bien investi, mais ils étaient en décadence financière. J'ai fait quelques histoires, mais j'aurais pu faire beaucoup parce que je sais que c'était dans mes intentions. Mais quand ses parents sont morts, c'était rapidement comme ça. La femme meurt le lundi, le mari meurt le mercredi. Un homme mourir de douleur, d'amour pour sa femme. Ils ont été mariés pendant 50 ans. Incroyable. C'est-à-dire, certaines opportunités, quand vous les avez à cœur, il faut les faire. Tu veux faire quelque chose de bien à quelqu'un, il faut pas attendre demain. Je ne dis pas que toi tu mourras ou tu n'as aucune idée. Personne n'a d'idée, en fait. Alors, je pense que c'est généreux de dire que M. Traoré saisit cette opportunité pour faire des choses qui sont grandes. Même après son départ. Il va partir avec l'histoire nucléaire sur ses épaules sous la tombe. Non. Il part nu. Ces histoires resteront pour les enfants burkinabés. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Ce qui va se passer est que l'accord sera géré par l'entreprise russe Rosatom. C'est important pour la sécurité énergétique.
Vous savez, le Burkina Faso a un taux d'accès d'électricité très faible. On parle de moins de 20%. L'énergie nucléaire est vue dans ce cas comme une solution stable et durable. Alors, il est aussi intéressant de noter que la Russie gagnera 85% de ce projet pendant que le Burkina Faso aura 15%. Et ça sera autour de 20 à 25 ans. 85% pour la Russie, 15% pour le Burkina Faso. Vous posez certainement la question de savoir pourquoi. Après tout, c'est chez nous quand même. Comment ça se fait que l'on puisse avoir des miettes pendant que, bon, d'abord, il faut coûter 15%, c'est pas des miettes. Pour le degré d'investissement, c'est pas des miettes. On s'attend à au moins 6 milliards de dollars d'investissement. Et par-dessus le marché, la Russie apportera les fonds. 80% des fonds seront apportés par la Russie. La Russie apportera les matériels. La Russie apporte les ingénieurs. La Russie apporte le carburant qu'il faut brûler, c'est-à-dire l'uranium. On ne peut pas parler de force nucléaire ou d'énergie nucléaire sans uranium. Le Burkina Faso, jusque-là, il n'est officiellement pas réputé pour son exploitation d'uranium. En effet, bien qu'il y a quelque temps, on a découvert qu'il y avait peut-être des dépôts d'uranium au Burkina Faso, jusque-là, officiellement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de circulation. C'est-à-dire que la Russie apportera aussi le fuel ou le carburant en forme d'uranium pour travailler. Donc, on vous apporte une entreprise, des idées, des matériaux, des humains, des ressources et aussi le carburant à brûler. Et après 20 ans, on va vous le rendre en bonne et due forme. Vous pensez que c'est correct ou pas? Bah écoutez, beaucoup de pays sont en train de faire ce genre d'histoire. L'Ouganda, par exemple, a construit des routes venant de Kampala jusqu'à Entebbe. C'était des routes complètement impraticables, mais ils ont laissé ça entre les mains des Chinois pour construire. L'Ouganda n'avait pas assez d'argent pour construire, je sais pas, 60 kilomètres. Les Chinois sont venus, ils ont construit très rapidement. Sur leur accord, il a été dit, les systèmes de péage dans les autoroutes, système de péage, vous payez, cet argent va dans les caisses des Chinois. Jusqu'à, je pense, 20 ans ensuite, ça sera entièrement ougandais. Est-ce mauvais ou pas? Je sais que l'ego à l'intérieur, pourquoi? Mais si vous n'avez pas la technologie, vous faites quoi? Vous pouvez rien faire. Le pouvoir. Le pouvoir est très important, le pouvoir est aussi très dangereux. La plupart des religions, parlons des religions ibrahimiques, sont basées sur une histoire de pouvoir. Un Satan qui voulait prendre la place de Dieu. Un Satan qui voulait le pouvoir. Et c'est à travers cet amour du pouvoir qu'il a perdu tout ce qu'il avait. Le pouvoir est puissant, le pouvoir est redoutable, le pouvoir est réel, le pouvoir est glissant. Ici, à l'investiture du président gabonais, le nouveau président, il y a des choses très intéressantes qui se passent. On va jeter un coup d'œil, on fera un commentaire. Les esprits et les génies du Gabon, et comme tels, ils méritent d'avoir le droit de commander sur la terre du Gabon et de se faire obéir par tous en tout ce qu'il commandera. Que Dieu lui vienne en aide et que tous les esprits lui soient soumis à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Je proclame à l'Est que M. Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président de la République gabonaise. Devant Dieu, les esprits et les ancêtres du Gabon, il a le droit de commander sur la terre du Gabon et le pouvoir de se faire obéir par tous en tout ce qu'il commandera. Que Dieu lui vienne en aide et que tous les esprits de la terre du Gabon lui soient soumis. Que tous les esprits de la terre du Gabon lui soient soumis. On ne parle pas seulement de Dieu ici. Écoutez attentivement. Il a parlé de Dieu. Il a aussi parlé des esprits du Gabon. Que les esprits du Gabon lui soient favorables. Que les esprits du Gabon lui soient soumis. Continuons. Je proclame au sud que M. Brice Clotaire Oligui Nguema au sud, est élu président de la République gabonaise. Et comme tel, il a le droit de diriger le Gabon. Il a reçu les attributs. Il a reçu le pouvoir. Il est désormais président. Et tous les esprits et la terre du Gabon lui doivent obéissance en tout ce qu'il ordonnera et tout ce qu'il... Regardez attentivement, vous voyez, à la place de la tradition. Donc il y a ces guerriers gabonais, ces guerriers traditionnels qui sont habillés conformément à la tradition, qui sont là, ok, additionnés aux militaires, le papa monsieur qui est habillé en militaire. Ceux-là aussi sont représentatifs des militaires gabonais, mais traditionnels. Continuons. Nous proclamons à l'ouest. Le feu, c'est motion de pouvoir. Que M. Brice Clotaire Oligui Nguema On proclame à l'est, on a commencé par le nord, je suppose, ou sud. C'est à l'est maintenant. A reçu les attributs de pouvoir. Et comme tel, il a le droit de commander sur la terre du Gabon. Il a été élu président de la République. La sorcellerie ou pas? Gabonaise. Faites donc commentaire. Monsieur le Président de la République, que toute l'iniquité qui pesait sur vous par vos pères. Ok, il est en train de couper les liens d'iniquité. Continuons. Et le péché de vos mères soit débarrassé de vos mains. À cause des liens familiaux, les liens de sang, les liens claniques, les hommes ont des problèmes. Vous devez entrer dans le nouveau Gabon avec les mains pures. On a coupé les iniquités de sa famille avec le feu. Continuons. Sans tâche, débarrassé de toute faute, de toute erreur.
Certaines personnes diront, on est en train de le laver des mauvaises étoiles, n'est-ce pas? Ce sont des terminologies qu'on emploie. On est en train de se débarrasser de tout envoûtement, de toute sorcellerie, de mauvaise chance. Regardez le président, il y a un président là qui est en train de rire, le monsieur en chapeau là, il est où? Regardez comment il rit, regardez son visage. Zoomez là, regardez comment il rit. Ok. Maintenant, regardez le président burundais juste à sa droite, perplexe, étonné. Ok. Et le monsieur derrière lui. Ce sont des choses qu'on voit très rarement en Afrique, généralement. Ok. Généralement, c'est facile de voir des gens prier, style chrétien, tout ça. Tout le monde adore ça. C'est beau. Oh, le président a laissé le pays entre les mains des dieux. Et puis finalement, c'est la guerre qui commence et ça s'arrête pas, la pauvreté, la misère. Peut-être qu'il faut changer de formule, on ne sait pas. Peut-être qu'il faut changer de formule. Ou bien les prières n'étaient pas sincères. Parce que on peut aussi prier le Dieu des chrétiens pour faire plaisir à la population. Quand vous priez le Dieu populaire de tout le monde, vous faites plaisir aux gens. C'est aussi une forme de savoir comment bouger les gens vers une direction, n'est-ce pas? Continuons. Les gens sont choqués parce que c'est le genre d'histoire qui ne se passe presque jamais. Je pense que c'est seulement à côté des Zoulous et autres qu'on voit ces genres d'histoires, parce qu'ils sont restés très traditionnels. Et généralement, les Africains trouveraient ces genres d'histoires comme pourquoi vous passez l'État? Est-ce qu'on peut passer à des choses sérieuses? Sans comprendre que, bon, écoutez, chacun selon ses valeurs, ses croyances. La croyance est la chose la plus importante. Écoutez, si vous croyez en ça, ça va vous faire des choses dans la vie. Voilà pourquoi on parle de foi dans la spiritualité, on parle de croyance, on parle de force mentale dans certaines formes de réflexion. C'est la croyance, même en santé, comment vous appelez ça? Dans la médecine, on parle de placebo pour affirmer l'efficacité d'un traitement ou d'un médicament. Il faut le comparer au placebo. Le placebo, c'est carrément, on peut te donner des bonbons sans que tu le saches, pensant que on te donne un traitement. Toi, tu dis, tu as mal à la tête, on te donne des bonbons par un docteur. Tu ne sais pas que c'est des bonbons parce que c'est pas sucré. Et tu te sens guéri. Parce que tu as cru que ce que le médecin t'a donné, c'était la guérison. Pourtant, le médecin t'a donné des bonbons. C'est ça le placebo. Donc, la croyance est très importante. Celui qui croit et celui qui voit. Même chez les chrétiens, on dit quoi? Si tu crois, n'est-ce pas? Tu peux bouger quoi? Le volcan dans l'eau ou quoi? La montagne. Il faut qu'on dise si tu as une croyance comme ça, n'est-ce pas? On ne dit pas si tu dis Dieu. On dit si tu crois. Continuons. Ça ne rigole pas. L'eau purifie, nettoie. L'eau est symbole de la vie. Comme ce parfum, que vos mains soient désormais empreintes de gloire, d'honneur, de dignité et de puissance. Tout ce que vous allez toucher avec vos mains. Il y a des choses importantes ici. L'eau est symbole de la vie. Est-ce que Jésus n'a pas pris de l'eau pour faire quelque chose d'intéressant avec? Regardez dans votre Bible. Parce que enfin, les musulmans, ils parlent pas beaucoup de ces gens d'histoire. C'est souvent les chrétiens. Jésus n'a pas pris de l'eau pour faire quelque chose avec d'important. Regardez dans la Bible. Ok? Le parfum. Jésus n'a pas pris le parfum pour faire quelque chose avec. Ok. Donc, si dans votre religion, on a fait ça, c'est-à-dire que ces éléments sont importants. Si dans d'autres religions, on s'en sert aussi. Attention, continuons. Tout ce que vous allez toucher avec vos mains sera couronné de succès. Tout ce que vous allez faire réussira. Tout ce que vous allez faire sentira bon aux yeux de Dieu et des esprits. Tout ce que vous allez faire pour le Gabon sera une réussite. Avant l'arrivée des autres, des Européens et tout le bazar, Dieu ne vous écoutait pas. Sinon, j'ai juste une question, je pose. Dieu n'écoutait pas les Africains. Les Africains, on les exauçait pas. Bon, qui exauçait aussi, si les Africains n'avaient pas, enfin, s'ils avaient au moins ce qu'ils désiraient après avoir fait une prière. Qui avait exaucé cette prière? Non, je demande, si un Africain à l'époque, avant l'arrivée de la parole, à l'époque, il y a très longtemps, quand il priait pour demander de l'aide, pour guérir, Dieu les écoutait ou les écoutait pas? Enfin, n'avait-il pas, finalement, après avoir fait une prière, réponse à leur prière? S'ils avaient des réponses, ça venait de qui? D'où? Continuons. Ce que vous allez faire pour le Gabon sera une réussite. Et tout homme qui tentera de s'en prendre pour l'œuvre de vos mains. Les mamans ont tapé les mains. Pendant que vous lavez ces mains, recevez la puissance et l'onction de Dieu et des esprits du Gabon, afin que vous soyez couverts de manteaux de gloire, que vous alliez de gloire en gloire, de dignité en dignité, de puissance en puissance. Vous rentrez dans la maison de Dieu. Ces gens sont choqués. Vous rentrez dans la maison de Dieu, dans la maison de votre Père. Un homme pur, sans tache,
sans aucune anicroche. Un homme nouveau, un homme neuf, un homme choisi, un homme énergétique, un homme à qui les esprits donnent le pouvoir sur la terre du Gabon. Les Blancs sont choqués, mais ils ne sont pas choqués, ils savent. Parce qu'ils connaissent votre pouvoir plus que vous. Avec lequel le monde a été créé. Le feu. Monsieur le Président, recevez le feu du Gabon. Pour illuminer le Gabon, qu'un nouvel aurore se lève sous votre magistère et votre guide. Le diable était fâché contre l'humain. Il a refusé de se courber, disant, moi, on m'a fabriqué avec le feu. Toi, on fait de la poussière. Pourquoi moi, je veux m'accroupir devant toi? Moi, je suis fait de feu. Toi, tu es fait de poussière. Pourquoi moi, je veux m'accroupir devant toi? Bon, ça, c'est une version que vous ne connaissez peut-être pas. Vous n'avez jamais entendu parler. Continuons. Le pouvoir du feu. Les gens prient le feu, vous comprenez pas. Mais quand on parle le feu, vous comprenez pas. Il faut comprendre les piliers du pouvoir. Et ça n'a absolument rien à voir avec votre religion. Ce sont des connaissances au-delà de la religion. Dieu n'a pas de religion. Il n'a jamais dit ma religion, c'est ça. Jamais. Faites ça si c'est pas encore fait, s'il vous plaît. Faites ça. Bon, notre frère aussi, on l'a payé, hein? Ah, il faut dire qu'on l'a payé quand même. Il a pas fait ça gratos, quand on l'a payé, non? On l'a donné une maison, une voiture. La vie a changé. Monsieur le Président de la République, voici la lance, symbole du pouvoir, de l'autorité, de l'homme gabonais debout. Avec cette lance, vous avez le pouvoir d'établir la justice, d'établir l'équité, d'établir l'ordre et de diriger le Gabon, de devenir le chef et de n'être contesté d'aucune manière, qu'aucune force, aucune créature sous la mer, c'est beaucoup de pouvoir qu'on lui donne là. Sur la terre ni dans les cieux ne s'oppose à vous tant que vous resterez sur la voie que Dieu a tracée. Les présidents là sont choqués. Vous allez voir, ils vont aller répéter ça chez eux. Généralement, la capacité de se remettre en question est l'une des choses les plus difficiles que l'humain soit capable de faire. La majorité des gens ont tendance à penser qu'ils sont toujours dans le bon, toujours du côté de la raison. Que j'avais raison, il avait tort. J'avais raison, il a mal fait. Il aurait dû me parler avec plus de grâce. Il aurait pu être un peu plus généreux. Il aurait pu parler avec un peu plus de gentillesse, de condence, de simplicité. Oh, il est beaucoup trop arrogant. C'est jamais nous, hein. C'est jamais moi qui étais un peu trop intolérant, moi qui étais peut-être irrespectueux ou irrespectueuse. Ce n'est jamais moi qui étais intransigeant ou intransigeante. C'est généralement les autres. L'être humain a généralement du mal à se remettre en question. C'est difficile parce que se remettre en question pour beaucoup de personnes, c'est comme avoir l'impression de faire une négation de tout ce dont ils existent, hein, tout ce pourquoi ils existent. Voilà. Au Kenya, quelque chose d'intéressant se passe. Le président William Ruto, qui n'aime pas les coups d'État. Les coups d'État ne sont pas une panacée. Ils ne constituent pas une solution aux défis auxquels notre continent est confronté. Ils sont aussi antidémocratiques que les puissances coloniales.
Il aime pas les coups d'État, il aime les élections démocratiques. Bon, on comprend tout à fait. Beaucoup de personnes n'aiment pas les coups d'État. Mais on se pose la question aussi de savoir si les gens sont subjugués, ils sont matérialisés. Si les gens sont longtemps sujets d'une pression, d'une dictature, comment fait-on? Si on ne peut manifestement pas gagner les élections à travers les moyens normaux, comment on fait? On reste là et on place tout entre les mains des dieux, comme le feraient généralement les gens d'un coin, où ils mettent tout entre les mains des dieux, ou on se lève et on dit, écoutez, trop c'est trop, le pays ne vous appartient pas, en tout cas pas à vous seuls. Si nous sommes tous originaires de ces terres, alors nous méritons à égalité de bénéficier de tout ce qu'il y a de bien de ces terres. Monsieur William Ruto était très en danger il y a quelques jours. On lui a balancé une chaussure au visage. Ok. Pendant un meeting, on lui a jeté une chaussure au visage et heureusement pour lui, il a pu parer ça avec sa main. Okay. Un président de la République, dans un milieu public, reçoit une chaussure au visage et heureusement pour lui, il a pu parer ça. Mais ça l'a touché. On peut se poser beaucoup de questions, n'est-ce pas? Et si ce n'était pas une chaussure? C'était autre chose. Ou bien si c'était une chaussure blindée ou une chaussure piégée, ça aurait été très dangereux, n'est-ce pas? Dimanche, lors du rassemblement du comité de Migori, à l'ouest du Kenya, Ruto a bloqué une chaussure projetée avec son bras. Il ne semblait pas blessé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a dit? Évidemment, on se pose beaucoup de questions sur sa sécurité. Comment ça se fait qu'un président de la République peut avoir ce genre de situation? Le ministre de l'Intérieur a fait un commentaire. Son ministre de l'Intérieur a dit que la police avait arrêté 3 personnes. On the incident that happened Concernant l'incident survenu pendant les fonctions de son Excellence, je pense qu'une enquête est en cours. Je m'arrêterai donc là pour déterminer s'il y a eu une véritable faille de sécurité, s'il y avait intentionnellement intention de nuire au président ou s'il s'agissait d'un autre problème. L'enquête est donc en cours. Donc 3 personnes par rapport à cette histoire où on a jeté un truc à Ruto. Je vous rappelle que Ruto n'est pas tout à fait, pas exactement aimé de tout le monde. Il y a aucune personne qui est aimée de tout le monde, mais Ruto a eu des problèmes sérieux avec sa population très récemment, où les jeunes hommes sont sortis dans les rues pour aller pousser contre une loi qui devrait être mise en place, une loi exigeant à ce qu'il y ait des taxes supplémentaires pour achat de pain. Donc tu veux acheter ton pain, il y a le prix, il y a aussi le prix du taxe qu'il faut payer au-dessus. Tu veux acheter une bande hygiénique, il y a le prix de la bande hygiénique, il y a aussi la taxe qui est au-dessus de la bande hygiénique qu'il faut payer. Il y a le prix du traitement de cancer, il y a aussi la taxe au-dessus de traitement. Voilà, c'était compliqué, les gens étaient très fâchés. Des jeunes hommes nés en 2000 étaient dans les rues en train de... Ils n'ont pas prié, hein. Oh Seigneur, entre les mains des dieux. Et puis ils sont partis au concert, jamais. Ils sont allés dans les rues. And I want to tell this government, we gave you the entry, we are going to show you the exit. Mr. President, watch us. I don't want him as my president. I even regret why I voted him. Yes, he must go. This mini finance bill, we are not amending. We are rejecting. Everything, we withdraw it. Ils ont résisté, ils ont charbonné. Les gens ne sont pas égaux en Afrique. Il ne faut pas dire les Africains, il n'y a pas les Africains, c'est chez vous que vous êtes comme ça. C'est chez vous que vous êtes des péreux. C'est chez vous qu'on peut te dire non, on va toucher ta mère. Tu regardes, tu vois, il y a cette personne musclée, tu dis ok, Seigneur, j'ai pris. Voilà. Les Kenyans ne sont pas comme ça. Mais ils ne sont pas musclés. Hein. Bref, continuons. Les jeunes Kenyans sont sortis dans les rues pour réclamer leurs droits. Et évidemment, il y a eu beaucoup de Kenyans qui sont tombés, beaucoup ont perdu la vie. Mais ce n'était pas en vain, parce qu'en fin de compte, la loi n'a pas été acceptée, elle a été rejetée. Et ce n'est pas comme chez vous, on vous chicote un peu, vous fiez, vous commencez d'abord, on va mourir ici, vous venez en groupe, on va mourir. Mais quand on vient, comme des foussards, des trouillards. Les hommes ne sont pas comme ça. Hein. Un homme n'est pas comme ça. Un homme n'a pas peur. Regardez, un vrai homme sait qu'il naît un jour, il mourra un jour. Personne ne va s'en évader. L'islam dit, tout le monde connaîtra la mort. Un homme naît un jour, il meurt un jour. On le dit dans beaucoup d'histoires. Mais tout le monde connaîtra la mort. Tu as peur de quoi? Il y a aussi un pays là-bas, en tout cas quelques pays de l'Afrique de l'Est, qui ont une mentalité quand même assez intéressante. Ils disent, wawili wakufe, watatu wasonge, wene watabaki, watajenga inchi. Wawili wakufe, watatu wasonge, wenye watabaki, watajenga inchi. C'est-à-dire, même si 2 tombent, c'est-à-dire tomber en mourant, et que 3 progressent, ceux qui vont rester construiront le pays. C'est ça la mode. Même si 2 tombent et que 3 progressent, ceux qui resteront vivants construiront le pays. Mais ça, ce n'est pas une mentalité de tout le monde. Parce que dans certains endroits, ils se disent, ah, moi, je vais tomber pourquoi? Tout le monde a cette mentalité. Moi, je vais rester vivant, je veux manger, je ne veux jamais me battre. Je veux une révolution sans se révolter. Je veux un changement à travers la prière. Il n'y a pas de changement à travers la prière. Il faut arrêter des bêtises. Il faut arrêter. Si un pasteur te dit le changement vient à travers, il t'a menti. Le changement vient avec l'action et l'application. Jésus, dans la Bible, il a pris la salive, il a mis la boue, il a mis dans les yeux de quelqu'un. Jésus, vous priez dans la Bible, il a mis la salive, il a mis dans la boue, il a mis dans les yeux de quelqu'un pour qu'il soit guéri, l'aveugle. Pourquoi il n'a pas dit aveugle, vois?
Pourquoi il n'a pas dit au monsieur là qui était couché au coin, lève-toi et marche? C'est vrai, il y avait un lève-toi et marche. Pourquoi ce monsieur là, il a dit, quand l'eau va bouger, il faut tomber dedans? Ok. L'action est très importante. L'action. Les Kenyans sont sortis. Bref. C'est pour dire que Ruto n'est pas tout à fait aimé de tout le monde. Alors, quelqu'un lui a balancé la chaussure. Il a bloqué ou barré ou paré, ça peu importe comment vous dites ça, selon votre anglais ou votre français et votre niveau de francolatrie. Denis Itumbi, le fonctionnaire du cabinet du président, haut fonctionnaire du cabinet du président, a déclaré que la chaussure avait été lancée accidentellement. C'était par accident. Il a expliqué qu'un membre de la foule avait brandi la chaussure comme une fausse caméra. Donc il jouait avec la chaussure comme une fausse caméra. Ce qui a incité un spectateur à la repousser, car elle lui bloquait la vue. Vous suivez l'histoire maintenant. Quelqu'un a pris la chaussure jouant comme si c'était une caméra. Quelqu'un a poussé la chaussure parce que ça lui bloquait la vue. Et en poussant la chaussure, malheureusement, la chaussure a volé droit vers le président. Voilà ce que monsieur Denis Itumbi, haut fonctionnaire du cabinet présidentiel, a dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est une théorie qui tient debout ou pas? Première probabilité. Serait-il en train de dire la vérité? C'est une possibilité. D'accord. Que quelqu'un avait sa chaussure en train de jouer avec, je sais pas, il a quel âge, hein, avec sa chaussure, il va faire comme si c'était une caméra. Et l'autre personne a poussé la chaussure parce que ça lui bloquait le visage et ça a touché le président. Deuxième probabilité. C'est peut-être une version de damage control. Damage control, c'est quoi? Je suis pas francophone. Damage control. Contrôler les dommages qu'on a fait. Pourquoi? Le dommage serait quoi? Le dommage serait que ça prouve la vulnérabilité du président. Ok? Pour ceux qui l'entourent, ça prouve combien le président est vulnérable. Et s'il y avait une bombe à l'intérieur, ou s'il y avait un truc empoisonné, chimique, biologique, ce serait dangereux pour son boulot. Il pourrait aussi, pas seulement protéger son boulot en disant que c'est un garçon qui joue avec son histoire, ce serait aussi une façon de montrer que ce n'était pas une erreur interne, c'était plutôt un jeu. Troisième version, une possibilité. C'est peut-être la version qu'a rapporté le monsieur qu'on a arrêté. Ok? Le monsieur qu'on a arrêté a peut-être balancé l'histoire là par colère, parce qu'il était en colère contre Ruto. Hein? Parce que voilà, c'est normal. Les Kenyans ne sont pas tout à fait heureux chez eux, il faut le dire. Pas tout le monde en tout cas. Bien qu'il n'y ait pas de pays où tout le monde est heureux, on peut tout à fait comprendre. Alors quand on l'a arrêté après avoir balancé l'histoire, il voulait balancer l'histoire. On lui a posé la question, pourquoi tu as fait ça? Non, en fait, je n'ai pas fait ça. Moi, je voulais faire comme si c'était une caméra, et puis il y a quelqu'un qui m'a poussé, et puis c'est tombé. C'est une possibilité. Pourquoi? Parce que ça lui sauverait la vie. Toi, tu veux balancer le truc à un président africain? Ça lui sauverait la vie, n'est-ce pas? Ça lui sauverait la vie. Est-il bête d'avoir fait ça? Absolument pas. Voir dans l'histoire, combien de fois ces gens de l'histoire sont arrivés? À plusieurs reprises. On va voir les choses clés. Avec George Bush, par exemple, en Irak, en 2008, le président américain George Bush a esquivé une chaussure lancée par un journaliste irakien en signe de protestation contre le chaos qui a suivi l'invasion menée par les États-Unis. Le journaliste était en colère. Vous avez détruit notre pays sous prétexte qu'il y avait des armes de destruction massive que vous n'avez jamais montrées. En effet, vous avez quitté notre pays avec notre or. Oui, il a pris beaucoup d'or. L'or a disparu. Alors, le journaliste était en colère, a balancé l'histoire contre Bush. Mais la différence entre Ruto et Bush, c'est quoi? Bush a esquivé. Hein? Bush a esquivé. Hein? Il était là présent, il voyait ce qui se passait, il a esquivé. Ruto, si c'était Ruto, c'était parti déjà. Il était distrait en émotion, en train de motiver les gens. Hein? Les Africains aiment trop motiver les gens. Qu'est-ce qui est arrivé au journaliste? Le journaliste irakien Moutandar Al-Zaidi, après avoir lancé ses chaussures, il a rapidement été interpellé par les forces de sécurité, placé en détention par les autorités irakiennes, accusé d'agression contre un chef de l'État étranger. Il a été initialement condamné à 3 ans de prison. Cependant, sa peine a été réduite à 1 an en appel. Qu'est-ce qui lui est arrivé après? Après avoir fait la prison, évidemment, il a finalement été libéré après 9 mois de détention, sous la pression de l'opinion publique. Monsieur Zaidi s'est servi de cette opportunité, de cette célébrité. Il était devenu célèbre chez lui pour commencer une carrière politique, mais malheureusement, qui n'a pas vraiment abouti. Donc une opportunité peut en créer une autre. Mais lui, bon, dans ce cas, il n'a pas bien joué. Emmanuel Macron. Un petit coup. Ce jeune est très courageux. Quelque part, on pourrait avoir l'impression que c'est du théâtre, mais ce n'est pas du théâtre. Après la gifle, qu'est-ce qui s'est passé? Tarel a été immédiatement placé en garde à vue par les autorités françaises. Il a ensuite été inculpé de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Lors de son procès, Tarel a expliqué avoir giflé Macron pour protester contre la politique du président, notamment sa gestion de la situation économique et sociale de la France, ainsi que l'orientation générale du gouvernement. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur? En 2021, Tarel a été condamné à 4 mois de prison. Sa peine n'était pas particulièrement sévère car
car malgré la violence de ces actes, il ne semblait pas participer à une tentative organisée de déstabilisation du gouvernement. Donc, M. Tarel, on l'a perçu, bon, dans un pays comme la France, bon, monsieur était en colère, pas heureux contre, enfin, voilà, pas content de Macron, voilà pourquoi il a réagi. Donc, ses droits, bien qu'il était interpellé, son droit d'humain a été protégé. Bon, il y a aussi un pays ici, quelque part ici en Afrique, dans le coin là-bas. Un monsieur là, il avait pris une brique. Il a pris une brique, il a frappé la voiture d'un président. La République, le président de la République à l'époque, les gens ne l'aimaient pas, en tout cas à l'époque. À part ceux qui, évidemment, mangeaient de son argent, parce que généralement c'est comme ça. Les Africains sont pas les mêmes, hein, ils sont très différents. Il y a des Africains qui se battent pour des choses qui sont correctes au nom de tout le monde. Et il y a aussi des Africains qui se battent pour leurs intérêts personnels. Il faut savoir la différence. Et pour connaître la différence, il faut vous déplacer dans plusieurs pays africains. Pas un ou deux pays où je connais l'Afrique. Non, tu ne connais pas l'Afrique. Les Africains sont différents. Il faut se déplacer au moins dans 10 pays africains pour commencer à comprendre la différence. Il y a des Africains qui se battent pour l'intérêt de tout le monde. Il y a des Africains qui vous sacrifient. Pour eux, le pays va bien. Du moment qu'ils sirotent du champagne. Vous, bon, on s'en fout. Arrêtez d'attaquer notre président. C'est leur président de leur tribu. Dans ces pays, les présidents, c'est un président tribal. Président de sa tribu, c'est notre pouvoir. C'est des choses incroyables. Alors, le jeune monsieur, brave, courageux, il faut le dire, arrivé au point de jeter une brique contre le cortège du président. Pourquoi on fait ça? Pourquoi un homme ferait ça? Un homme ferait ça parce qu'il est dans le désarroi. Il en a marre. Il faudrait plutôt demander à la personne, monsieur, pourquoi vous en arrivez là? Et aussi, encourager son courage. C'est-à-dire que c'est un élément. Si la grande majorité d'humains ne peuvent pas faire ça dans votre pays et que vous avez un homme qui a le courage de faire ce genre de choses, pas pour dire qu'il veuille tuer quelqu'un. Parce que s'il voulait tuer, il n'aurait pas emmené une brique. Il aurait emmené une bombe. Un homme qui a le courage de faire ça, sachant quelque part dans sa tête qu'avec une brique, ça ne pénétrait certainement pas le cortège du président qui est certainement blindé. Son intention n'était pas essentiellement de tuer ou de détruire. Son intention, c'était de montrer l'action, le désarroi, la colère. Une personne pareille, il fallait le prendre, l'asseoir et comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Comment ça se fait que la population toute entière n'est pas comme ça? C'est dans des pays comme ça que vous voyez la guerre commence, les gens fuient. Oh non, on appelle. Oh, c'est entre les mains des dieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des hommes. Les hommes, vous les tuez. Vous tuez les hommes que vous avez qui peuvent vous aider à devenir, vous les tuez. William Ruto. La leçon est passée. God bless.